Détendez-vous, vous pouvez vous asseoir un peu librement si vous voulez. En fait, je me suis plusieurs fois interrogé sur les rapports entre le Tao et le Zen. C'est-à-dire que je suis tombé sur un texte de Dogen qui disait que Lao Tzu était qu'un homme ordinaire, c'est pas du tout un bodhisattva, et que bon, voilà. Et puis Deshimaru qui semble dire que le bouddhisme avait rencontré le Tao et que c'était devenu la vraie voie. Donc voilà, ça semble un peu contradictoire. Oui, oui, tout à fait. Le Tao était très puissant en Chine, et donc il y a eu un échange assez fort. Et le taoïsme, mais pas tellement le taoïsme de Lao Tzu, hein, mais le taoïsme des ascètes taoïstes. Je crois que c'est une sorte de yoga taoïste. Enfin, moi, j'ai pratiqué personnellement le taoïsme aussi, mais pratique quoi. Lao Tzu, c'était plutôt un philosophe, la philosophie du Tao, etc. Mais bon, la sagesse taoïste existe depuis 5000 ans. Hein. Donc c'est un truc qui a complètement imprégné la Chine et même la transformation de l'expression du zen entre l'Inde et la Chine, c'est spectaculaire. Et, et donc c'est très riche pour ceux qui pratiquent parce qu'on a des points de vue totalement différents de la même chose. Et donc c'est très enrichissant. Alors il faut dire que la voie Tao, c'est la voie. Et c'est les mêmes symboles, il y a beaucoup euh, de similitudes. Bon, ensuite de ça, dans la pratique du zazen, il y a, qu'on le veuille ou pas, des fonctions de l'alchimie taoïste qui fonctionnent. Le fait d'être assis droit, ça débloque automatiquement l'énergie de la colonne vertébrale, la kundalini, les chakras, etc. Euh, et donc, et d'ailleurs, euh, c'est une posture qui est pratiquée dans le taoïsme aussi. Euh, on l'appelle la posture calme, euh, comme posture médicinale. Hein, puisque moi, j'ai commencé à apprendre le taoïsme par la médecine chinoise, puisque c'est une voie d'entrée dans le Tao, dans le Tao qui est vraiment comment, très favorable. Donc, parce qu'on apprend sur le corps, la circulation d'énergie, etc. Les qigong, comment s'équilibrer avec la nourriture, les plantes, etc. Donc ça c'est la base du taoïsme. Après, on apprend à faire circuler l'énergie, etc., etc. Et donc, je me suis intéressé aux anciens sages taoïstes. Et il y a des gars qui vivaient jusqu'à 270 ans ou 300 ans, enfin quand même des gars costauds. Et en fait, dans les familles, il y avait un moine zen, un moine taoïste, et puis un gars qui bossait à la cour. Hein. Et donc, entre les moines zen et les taoïstes, il y avait un échange de connaissances entre frères. Et donc, des fois, c'était certains moines zen qui avaient reçu les connaissances de trucs secrets. Des fois, c'était les taoïstes, etc. J'ai lu beaucoup de choses comme ça. J'étais ravi. Et effectivement, c'est très très proche. Et même en Inde, Bodhidharma, il pratiquait des exercices qui n'étaient pas taoïstes, mais euh, euh, qui étaient indiens, mais c'était la même chose. Le,
les arts martiaux indiens ressemblaient beaucoup au Tao, voilà, aux formes du kung-fu et du qigong, etc. Voilà, donc c'est très lié, sauf que pendant Zazen, on ne fait pas d'exercice, on ne fait pas bouger l'énergie consciemment. Et d'ailleurs, mon maître de médecine chinoise, qui était un grand maître, 17 générations de médecins empereurs, hein, de par sa famille, parce que ça se transmet par la famille, et donc 17 générations de médecins empereurs, c'est les seuls qui peuvent soigner l'empereur. C'est-à-dire c'est le top du top. Et avec tous les documents qui se sont transmis dans la famille, donc c'était un gars très balèze. Et, et donc il déconseillait de pratiquer les qigong, de bouger l'énergie consciemment. Il disait que c'était très dangereux. Et il prêchait le Mushotoku, il donnait des exercices simples, des Tao assez simples, et il disait qu'il faut les pratiquer sans but et sans chercher à acquérir plus d'énergie. Et il y a beaucoup de maîtres taoïstes qui sont morts à cause du danger. Et dans le yoga, c'est pareil. Hein. Dans le yoga, il y a certains exercices de yoga qui sont extrêmement dangereux. Et si on n'est pas même surveillé par un maître, ça peut être dangereux. Donc, moi, j'ai connu un mec quand j'étais jeune. J'avais un très bon ami qui était sadhu, qui était allé en Inde. Il pratiquait zazen aussi avec nous de temps en temps. Et il était habillé en orange. Il avait vraiment reçu l'ordination de sadhu par un grand maître, Swami Satchitananda, etc. Il est parti, il a vécu 2 ans en Inde, a mendié sa nourriture, vraiment tout le truc. Et puis un jour, il a pété les plombs et il est revenu en France. Il n'arrivait plus à contrôler son énergie. Et Maître Deshimaru lui a fait des moksas sur le crâne, tout ça, ça l'a calmé un peu, mais après, il a été gravement endommagé, quoi, gravement endommagé. Il est devenu à moitié fou pendant pas mal de temps. Et pourtant, c'était un gars hyper sain, hyper fort. Il faisait toutes les postures et tout ça. Une vie vachement réglée, végétarien, tout ça. Et donc, il faut faire attention à ces trucs-là. Donc, le zazen, c'est pas compliqué. On abandonne l'ego et le reste se fait automatiquement. Voilà, c'est ça le zazen. Ouais, allez. Alors, c'est une question un peu compliquée, une question de pratique en fait. C'est-à-dire qu'il y a quelques années de cela, j'ai eu, je crois, un Satori. Et en fait, je me demandais comment on intègre ça dans la. Enfin, ce n'est pas un Satori qui a eu lieu dans un cadre de pratique zen, hein, c'est vraiment complètement autre chose. Ouais. Et donc, en zazen, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois m'appuyer sur, on va dire, ce qui reste, on va dire, de ça, Ouais. ou est-ce que je le mets de côté et je reste contemplatif? Automatiquement, pour vous, c'est une référence parce que ça vous a marqué. C'était peut-être une première expérience, c'est toujours les meilleures. Hein. Mais et si vous faites zazen, de toute façon, vous êtes obligé de le laisser de côté. Et de toute façon, cette expérience vous a influencé, donc elle restera forcément là et présente. Donc il n'y a pas de problème, quoi. Mais bon, en zazen, faut laisser, faut abandonner, faut aller au-delà, quoi. Ouais. Tout le monde est de Paris, là?
Enfin, à part les Dijonais. Les parigots, là. Attention, Paris-Barça, là, ça va faire mal. Hein. C'est pas vraiment une question, plus par rapport à ce que tu... Il faut essayer de le formuler en tant que question. En tant que question, c'est par rapport à la conscience de soi et l'observation pendant Zazen, parce que ça, tout à l'heure, ton coussin touchait juste exactement cette espèce de truc de l'observation que j'ai et que sûrement d'autres aussi pendant Zazen, c'est-à-dire ce truc de chercher à un moment comment s'observer sans influencer et en restant naturel, c'est-à-dire ce truc de la respiration, où quand on commence à l'observer, on fabrique un truc, que les mains par exemple, comment on vérifie à un moment je me trouve confrontée, par exemple, si je me sens vraiment immobile, je sens pas ma matière en fait, je sens pas ma matérialité en fait. La seule chose qui m'indique quelque chose, c'est les contacts en fait à un moment. Ouais. Et donc par exemple, si je veux être sûre que mes mains sont pas comme ça, et à un moment je suis obligée d'agir. Ouais, tu es tes mains, tu es tes mains. Ouais. Tu es tes mains. T'as pas besoin de les regarder pour savoir si elles sont là. Non, mais pour les sentir, il y a un moment... Ouais, mais t'as pas besoin de les sentir. Il n'y a pas besoin de les sentir. Non, En fait, voilà C'est comme quand tu rêves. Ça a un rapport avec rêver. Parce que justement, tu parles de la respiration. Effectivement, la respiration, dans la vie quotidienne, tu ne penses pas à respirer. Ça se fait tout seul. Bon. Et puis si tu commences à penser à respirer, tout d'un coup, c'est difficile d'être naturel. Parce que tu influences, etc., etc. Tu peux pas. C'est comme tu vas dans la montagne, un truc super sauvage, super harmonieux et tout ça, et puis le mec il arrive, il se construit une baraque carrée avec des jardins, et puis il plante ses laitues bien en ligne droite et tout ça, et le mec t'arrive, il y a marqué ça me suffit, tu vois, c'est sa petite baraque, et puis tu dis mais qu'est-ce que c'est moche ce truc là au milieu de la nature, quoi. Et donc il y a moyen d'être conscient qu'on est en train de respirer et d'être un avec sa respiration, mais de ne pas où il n'y a pas de doute. Alors je racontais justement la métaphore des dieux en fait qui sont venus sur Terre et qui ont modifié l'homme de Néandertal. Et ils ont dit bon, mais il faut pas qu'il soit trop intelligent et trop développé, parce que s'il se développe trop, il risque de se révolter contre nous et de nous prendre pour des cons. C'est ce que les dieux ils ont dit à un moment. Alors ils ont dit on va lui construire un corps calleux sur le crâne. On va lui mettre une séparation entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Donc quand il sera dans l'hémisphère gauche, eh ben quand il sera dans l'hémisphère gauche, il sera dans le conscient, et il aura des doutes et tout ça, il sera obligé de faire des calculs. Et quand il sera dans l'hémisphère droit, de toute façon, il oubliera tout après. Alors, donc, on est tranquille, ils évolueront pas trop, quoi. Et en fait, il faut transcender ce verrou. En fait, c'est comme s'il nous avait mis un code pour nous empêcher de découvrir le programme dans son intégralité, quoi. Et par le zazen, en fait, on pète le code de notre cerveau. On le craque. Et c'est ça, Ishiryo. Ishiryo, c'est la pensée. Alors là, je l'ai compris parce que nous, les Occidentaux, les Français, là, tout ça, les Parisiens, tout ça, on est vachement axé sur le cerveau, sur l'hémisphère gauche, c'est-à-dire le conscient. Et donc, quand Sensei
a expliqué Ichiryo, tout le monde a pensé, ouais, Ichiryo c'est une pensée, mais une super pensée, quoi. Tu vois, il était toujours dans le cerveau gauche, quoi. Mais là, je l'explique par le cerveau droit. C'est-à-dire que dans le cerveau droit, il n'y a pas de conscience. Il n'y a pas de mémoire, il n'y a pas d'espace-temps. Et pourtant, Ichiryo, c'est le mec qui est capable de penser alors qu'il est dans l'inconscient. Et c'est un autre aspect du truc, tu vois. Parce que aussi, quand on pense à l'inconscient, sans conscience personnelle, l'inconscient, il y a beaucoup de poèmes qui sont... Il y a un poème de Maître Kezain qui dit « Le sommet de la montagne est haut, mais personne ne peut le voir. » Tu vois, comme au sommet, il y a des nuages. Quand tu arrives au sommet, il y a des nuages. Et personne, en fait, peut voir le sommet. On peut y aller, mais on s'en souvient plus. On le sait pas, tu vois. Et ben, avec la pensée Ichiryo, c'est la, tu ramènes pas, tu ramènes quand même quelque chose. C'est comme le rêve quand tu rêves. Tu fais un rêve, c'est super précis quand tu es en train de rêver, c'est super logique et tout ça, puis tout d'un coup tu te réveilles, tu dis mais attends, la logique de mon rêve, elle n'a rien à voir avec la logique de ma vie ordinaire et tout. Dans mon rêve, ça semblait tenir debout, mais là maintenant que j'y pense, mon rêve il tenait pas du tout debout, il était complètement surréaliste, quoi. Mais tu t'en rappelles un peu. Mais ça n'est qu'un vague souvenir, tu comprends? Et même la vie, c'est ça, hein. La vie, mon premier amour, putain, qu'est-ce que c'était bien, mais j'en ai des souvenirs, mais c'est quand même assez vague maintenant. Et donc, putain, j'aimerais bien recommencer pour voir. Tu vois. Mais c'est vrai, notre vie, c'est comme un... Ouais. Et pire, tu vois, parce qu'un rêve, tu peux avoir un rêve qui tient en une seconde, une super aventure et tout ça qui a duré une seconde dans ton rêve. Mais dans le rêve lui-même, elle a duré vachement longtemps. Alors c'est comme le gars qui vit une vie, il vit 3 siècles dans un monde magnifique, merveilleux, il y a des histoires zen comme ça. Et puis en fait, ça a duré seulement une seconde en fait de son temps. Enfin voilà, c'est le voyage dans l'ordre cosmique, quoi. Ah, c'est passionnant. Nega waku waku no kudoku o motte amane ku isai ni yo yogoshi. Warera to shujo to minato mani utsudo o jozen koto o